Karim, c'est bon? Bon, euh, bonjour, vous arrivez à m'entendre si Adil? Oui, 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 là oui, 5 sur 5. Ah, c'est bon, désolé, j'avais un problème de micro. Donc, voilà, je ne pouvais pas vous donner la main pour démarrer. Très bien, on a un aperçu donc, sur votre écran. Donc, le partage fonctionne très bien. On vous entend également bien. Donc, voilà, marhaba bik. On a une quinzaine d'architectes, de consoeurs et de confrères. Marhaba bihom. Et la formation sera enregistrée pour ceux qui l'auront raté. Je vous remercie encore pour votre disponibilité, Sifouzi, et désolé encore pour ce quiproquo et ce retard. Et on peut commencer tout de suite avec le sujet de notre jour qui sera les établissements recevant du public, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à vous de votre partenariat déjà. Un plaisir. Donc, et voilà, donc, si on peut apporter quelque chose, ça sera toujours un plaisir voilà, de le faire en partenariat avec vous. Donc, aujourd'hui, comme j'ai expliqué, c'est Karim. Sur le programme qu'on a mis en place, aujourd'hui, c'était les ERT, établissements sur du travailleur. Mais on a estimé que les ERT, établissements sur du travailleur, ça ne se rapproche plus avec les ICPE, avec les usines, les unités industrielles et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a privilégié de faire le programme de l'ERP, établissement sur du public, et de laisser l'ERT dans qui se rapproche avec les unités industrielles pour ne pas le faire rappeler le jour où on fera les unités industrielles et faire rappeler les ERT, tout ça, comme ça sera plus proche et ça sera plus suivi. Donc voilà, le changement, c'est dû à quoi? Donc on part toujours, comme la dernière fois, on part toujours sur la réglementation qui ne change pas. Toujours, on a une base réglementaire du 15 octobre 2014, qui est la base réglementaire ici au Maroc, qui est régie, comme ce que j'avais dit la dernière fois, qui régit tout type d'établissement, tout type de bâtiment, que ce soit habitation, ERT, ERP ou les ICP aussi, qu'on verra plus tard. Donc, on va parler de la disposition générale. Les ERP, les établissements sur du public, ils sont régis par deux volets. Le volet généraliste, ça veut dire qu'ils ont une base réglementaire, ce qu'on appelle la disposition générale, qui est applicable sur tout type d'établissement, peu importe l'activité. Et après, on a le deuxième volet, ce qu'on appelle la spécificité, ce qu'on appelle la réglementation particulière. Particulière, ça veut dire que chaque activité a sa propre réglementation par rapport au risque. C'est dans ce sens-là que le législateur a mis à disposition cette réglementation. Donc, on va voir la définition. La définition d'un ERP. Un ERP, établissement sur du public, c'est tout le local, enseigne. Donc, dès que je rentre librement, ça veut dire dès que j'ai une ouverture, on ouvre, je pousse la porte librement, administration, centre commercial, mosquée, banque, peu importe. Dès que je pousse la porte librement, ça rentre dans le cadre de l'ERP. Ou bien je paye, ou je rentre comme cinéma, théâtre, salle de sport, je paye, ou sous une invitation. Donc, tout ça, tous ces établissements, que ce soit entrée gratuite. Donc, je pousse, je rentre, je paye, je rentre, ou bien sous une invitation, ça rentre dans le cadre des ERP. C'est juste pour spécifier l'ERP et l'ERP. Parce que l'établissement sur du travailleur, si je ne travaille pas, si je ne suis pas convoqué ou invité ou j'ai une réunion, donc ce n'est pas dans le cadre de l'ERP. Donc, c'est juste pour préciser la différence entre les deux. Donc, l'ERP, c'est rentrer libre, je paye sous une invitation et je rentre dans le cadre de l'ERP. Les établissements recevant du public, ils sont partis par rapport à l'activité. Chaque activité a sa propre réglementation. Et le législateur a mis une espèce d'alphabet par rapport à chaque type afin de distinguer chaque type par rapport à son activité, afin de le prendre en considération par rapport au risque. Parce que chaque type a un risque spécifique. Si je rentre dans un centre commercial, ce n'est pas comme si je rentrais dans une salle de sport, ce n'est pas le même risque. Donc, si je rentre dans une clinique, ce n'est pas le même risque que si je rentre dans un resto, par exemple. Donc, ça change un petit peu. C'est pour ça que la réglementation a mis à disposition ces alphabets. Donc, nous, chaque fois, on reçoit les plans. Donc, par rapport à l'activité spécifiée sur la cartouche, ça nous renvoie sur une réglementation spécifique. En prenant en considération ce que j'ai dit tout à l'heure, en prenant en considération la disposition générale applicable sur l'ensemble, peu importe le type, et après, on va sur la spécificité du type. Donc, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un petit peu les activités
par rapport à chaque type, sans rentrer trop dans tous les types. Par contre, à la fin, on va prendre les types un petit peu qui ont des contraintes réglementaires. Voilà. Et la spécificité qu'on trouve des fois en recevant des plans, des difficultés à prendre en considération ce type par rapport à la conception des plans. Donc, on a ce qu'on appelle les JLMN. Donc, le J, c'est tout ce qui est maison de retraite et les handicapés, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tous les citer, c'est juste pour faire une approche par rapport à le type de réglementation qui nous rapproche, qui nous renvoie sur chaque type. Et après, on passe de l'activité qui est fréquente à des activités spéciaux. Ce qu'on appelle les activités spéciaux, c'est les activités rares, entre guillemets, les rares, comme les concerts, comme les festivals, comme ça. Ça, on le trouve une fois tous les ans. On ne trouve pas des concerts ou des festivals tous les ans. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les établissements au service du public spéciaux. Ça veut dire que c'est les établissements qui sont rares, comme les plein air, les concerts, les chapiteaux, tant de structures, comme les structures gonflables pour les jeux. Et après, les parcs de stationnement, on ne trouve pas de partout. Les gares, il y en a, on trouve une ou deux gares par ville, donc on ne trouve pas. C'est des activités qui sont rares, c'est pour ça qu'on les appelle spéciaux, comme les bains morts, les hammams, les établissements flottants, les bateaux et tout ça. Donc, dès que la réglementation nous renvoie sur une activité, on le classe par rapport à un alphabet. Et après, dès on prend la surface de cette activité, et après, on part sur ce qu'on appelle les catégories. Ça veut dire que chaque type, par rapport à son activité, par rapport à la surface, ça nous renvoie sur un effectif. Et par rapport à cet effectif trouvé, ça nous renvoie sur une catégorie réglementaire. C'est là où on rentre dans le premier groupe, le deuxième groupe. C'est juste pour comprendre comment on traite le sujet. On reçoit les plans, on voit l'activité. L'activité, ça nous renvoie sur un type d'établissement. Ce type d'établissement, on reprend la surface de ce type d'établissement. Admettons un magasin, on prend la surface du magasin. Et la surface du magasin par rapport au type de réglementation de ce qu'il aime, ça nous renvoie sur un calcul spécifique. Et ce calcul spécifique, ça nous renvoie sur un classement réglementaire de l'établissement. Donc, ça veut dire que mon établissement, je le classe en deux choses. L'activité, ça nous renvoie sur le type, et la surface qui nous renvoie sur un classement. Et c'est là où j'additionne mes deux classements pour me retrouver en termes de réglementation et tout ce qui suit derrière, ce qu'on va voir, tous les moyens de secours, les stabilités au feu, et ainsi de suite, tout ce qui suit derrière, même la distribution intérieure, ce qu'on va voir. Donc, c'est les deux points essentiels là où il ne faut pas se rater. C'est ça le début de l'étude. C'est là où il ne faut pas se rater. Ça veut dire par rapport à mon activité, le type, par rapport à ma surface, un effectif. Et on va voir parce que chaque type a une spécificité et chaque type a un calcul défini par rapport à la surface pour faire sortir un effectif défini. Donc, et on trouve avec le premier KT, ce qu'on appelle le premier KT, deuxième KT, et ainsi de suite. Plus on monte bien sûr en effectif, plus la catégorie monte, plus les contraintes réglementaires augmentent. C'est logique. Plus je fais rentrer du monde, plus le risque augmente, plus les contraintes réglementaires, ça augmente aussi. Donc, on part sur plus de 1500. Dès que j'ai plus de 1500 personnes, je peux accueillir par rapport à ma surface et mon activité, mon calcul défini, je peux recevoir plus de 1500 personnes. Systématiquement, je suis au premier KT. À partir de 1500, je peux faire rentrer jusqu'à 45 000 comme on recommande. Ça reste à la même réglementation. Même si je fais rentrer 1501 personnes, je suis pénalisé comme si j'allais rentrer 45 000, 50 000. Donc, c'est ça le seuil. Ce qu'on appelle le seuil réglementaire, c'est ça. Donc, on part sur un chiffre défini, le minimum, et après, on part et on est prêt à en être pénalisé. Ça, c'est le premier groupe. Ce qu'on appelle le premier groupe, c'est les établissements, les grands établissements. Et après, on a les petits établissements. Les petits établissements, c'est vraiment les trop petits. Ça veut dire comme on prend, par exemple, si on part sur les magasins, on part les Carrefour Market, les Margin Market, les petits épiciers du coin, les petites salles de sport, voilà, le petit café, le petit resto. Donc ça rentre dans une petite catégorie, ce qu'on appelle le deuxième groupe, le cinquième KT. Le cinquième KT, on les traite différemment. Pourquoi? Parce que ça fait rentrer moins de monde
Et c'est tellement petit qu'on ne va pas les pénaliser en termes de moyens de secours. Donc on les classe différemment. C'est ce qu'on appelle les cinquièmes caté. Et après, on a ce qu'on appelle le seuil. Le seuil, pour basculer du premier groupe au deuxième groupe, ce que je disais tout à l'heure, donc ça veut dire des grands établissements à des petits établissements, la réglementation nous donne un seuil. Ça veut dire, quand j'ai mon activité, j'ai mon type, et par rapport à mon type d'établissement, ça veut dire JL, le type qu'on a sur la colonne gauche. Donc, par rapport à cette colonne gauche, je prends le calcul défini par rapport à cette activité. Et après, je trouve mon effectif. Et par rapport à cet effectif, je regarde mon tableau que vous avez là en face pour voir est-ce que je rentre dans la catégorie supérieure ou bien dans la catégorie inférieure. Si je suis dans la plus petite établissement, je rentre dans le cadre des grands établissements. C'est ça le seuil, ce qu'on appelle le seuil. Donc ça, c'est une base aussi sur quoi on prend en considération dès qu'on a des moyens établissements, des petites surfaces et tout ça. Toujours, on va vérifier si on rentre par rapport à une catégorie ou pas. Donc, par exemple, si on prend le magasin, par exemple, le magasin de vente, la réglementation me dit il ne faut pas que je dépasse 100 personnes au sous-sol. Il ne faut pas que je dépasse 100 personnes au étage. Et au total, j'ai 200 personnes au total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai en sous-sol 101 personnes, je ne suis plus en petite catégorie. Je rentre dans le premier groupe. Si je dépasse les 200 personnes en étage, les 100 personnes en étage, je suis plus en petite. Donc ça, c'est vraiment, il faut respecter les trois chiffres, que ce soit en sous-sol, que ce soit à l'étage, que ce soit en total. Donc ça, comment on procède pour voir est-ce que par rapport à la surface moyenne que j'ai, je rentre dans la petite établissement, la grande établissement. Et après, pour les spéciaux aussi, ce que je disais tout à l'heure, aussi, ils ont un espèce de seuil par rapport à ce qu'on appelle les hôtels, les restaurants d'altitude ou bien les gares aériennes ou les plein air, et ainsi de suite. C'est juste pour comprendre comment on procède pour des surfaces moyennes pour basculer l'un vers l'autre. Et la distribution intérieure. La distribution. Et après, dès qu'on classe notre établissement, on classe par rapport au type, on voit la catégorie et tout ça, la réglementation nous impose une espèce de distribution intérieure. On a deux distributions intérieures autorisées. Ce qu'on appelle le cloisonnement traditionnel, c'est ça. C'est ça le cloisonnement traditionnel. Ça veut dire que j'ai une circulation principale qui m'amène, si je suis en rez-de-chaussée, qui m'amène vers les sorties. Donc, ça veut dire que si je pars sur un magasin, ça peut être des bureaux, ça peut être… Voilà. Donc, je rentre dans une circulation principale et après, j'ai des locaux adjacents. Donc, ça, on appelle ça le cloisonnement traditionnel. Et le cloisonnement traditionnel, ça nécessite une espèce de résistance au feu, des parois. Ça veut dire que tous mes dégagements, il faut qu'ils soient protégés. Mes dégagements, que ce soit qui m'amènent vers la sortie directement dehors ou bien à l'étage vers ce qu'on voit sur la photo, vers les escaliers. Donc, il y a une espèce de protection. Et après, on a ce qu'on appelle le secteur. On a le deuxième mode de distribution, c'est le secteur. C'est quoi le secteur? C'est qu'un renforcement du cloisonnement traditionnel. Ça veut dire, ce cloisonnement traditionnel, je renforce la sécurité et je passe en secteur. Pourquoi? Dès que mon établissement n'est pas accessible directement sur une voie pompier. Ça veut dire que je rentre dans un espèce de lotissement. On va voir. Voilà, on va voir. Voilà, donc, c'est ça. Dès que j'ai une conception de telle sorte, ça veut dire que j'ai mon établissement, que je rentre de ma voie, je rentre dans une espèce de lotissement ou bien une petite voie, je rentre dans un espèce d'espace libre. Un espace libre, là, je renforce la sécurité de mon cloisonnement traditionnel. Donc, ça, c'est une spécificité réglementaire par rapport à l'emplacement de mon immeuble. Dès que mon bâtiment il est éloigné de ma voie principale, de mon boulevard, de ma rue et tout ça. Donc, je rentre dans une espèce d'enfoncement et après, je rentre dans une espèce d'espace libre qu'on a créé et tout ça. Donc là, on renforce la sécurité en mettant ce qu'on appelle le cloisonnement traditionnel.
on renforce le cloisonnement traditionnel par quoi? Par ce qu'on appelle le secteur. Ça veut dire un mur coupe-feu. Donc, je dispatche mon cloisonnement, mon bloc, qui est le cloisonnement traditionnel, en deux parties, en secteur 1 et secteur 2, en mettant en place un mur coupe-feu de façade à façade. Donc, c'est ça, ce que vous voyez là, avec une porte qui est au milieu, avec un recoupement de ma circulation. Donc, comme on voit ici. Donc, c'est qu'un renforcement, donc ce qu'on appelle le secteur. Voilà, c'est tout. Et après, normalement, on a deux modes de distribution. Ça, c'est qu'un renforcement au cas où si j'ai un espace libre que je crée si je ne donne pas sur une boulevard. Donc là, après, le deuxième mode de distribution, ce qu'on appelle le open space. C'est ça l'open space. Mais dans la réglementation, on appelle ça le compartiment. Compartiment, ça veut dire c'est ouvert. Ça veut dire pas de cloison, rien du tout, comme les open space dans les bureaux qu'on voit, dans les centres d'appel et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, la réglementation n'impose rien. Pourquoi? Parce qu'on a un visuel. Quand on a un visuel, on n'a pas une paroi montante jusqu'au plafond. Donc, on a une espèce de… Des fois, on trouve des cloisons d'1 mètre, d'1,20 m, mais dès que la personne se lève, il a un visuel sur toute la salle. Ça, c'est ce qu'on appelle compartiment. Pourquoi c'est rien on impose? Parce que la réglementation, puisqu'on a un visuel sur l'ensemble de la surface, donc s'il y a un risque ou quoi que ce soit, donc on est amené à le voir. Au contraire du cloisonnement traditionnel, c'est des parois fermées avec une porte. Ça veut dire s'il arrive qu'il y a un feu, par exemple, donc le feu, le temps qu'on se rende compte que la fumée sorte ou bien qu'on sente, donc il y a un temps énorme. Donc, ça peut créer pour l'évacuation un temps qui est plus important. Donc, c'est pour ça qu'on crée des cloisons et on demande que la réglementation demande que les cloisons donnent une résistance au feu par rapport aux dégagements afin qu'il y ait une évacuation rapide et fluide. C'est ça la différence. L'autre, on a un visuel direct. Le cloisonnement traditionnel, on n'a pas un visuel direct. Donc, systématiquement, on renforce les parois de mes locaux adjacents. C'est ça la différence entre les deux. Et ça, par rapport à ça, c'est une espèce de tableau qu'on prend en considération aussi. Dès qu'on a la réglementation, toujours la hauteur. Le plus important, c'est la hauteur. La hauteur. Dès que je dépasse les 8 mètres ou bien en dessous de 8 mètres. Le cas général, par exemple, ici, donc, ce qu'on demande, les voies échelles ou les voies engins par rapport à mes bâtiments. Donc, dès que je parle de mes voies engins, donc ça veut dire que mon bâtiment il est en dessous de 8 mètres. Donc, on n'est pas amené à utiliser un engin avec une échelle. Donc, systématiquement, il y a beaucoup de choses qui changent, la largeur de ma voie et tout ça, ce qu'on va voir. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, quand on dit largeur utilisable, c'est ça. C'est bon? Donc, quand on dit à largeur utilisable, c'est vraiment l'espace laissé en dehors des stationnements, que ce soit le stationnement à droite ou à gauche. Donc, ça part par rapport toujours à ma hauteur de mon bâtiment. Si mon bâtiment est en dessous de 8 mètres, systématiquement, largeur utilisable, ce que la réglementation va demander, c'est 3 mètres. Dès que je dépasse les 8 mètres, donc il me faut systématiquement plus large. Pourquoi? Parce que j'ai un camion qui va arriver avec des vérins afin de stabiliser, afin qu'il se stabilise et d'utiliser les échelles soit pour l'intervention, soit pour l'évacuation du public. Donc, c'est juste, voilà, c'est ça. C'est ça la différence entre les deux. Ça, c'est les voies engins, 3 mètres, et ça, c'est les voies échelles dès que je dépasse la hauteur de 8 mètres, plus la pente. Donc là, on demande si j'ai une pente qui ne dépasse pas les 15 mètres. Si je suis en dessous de 8 mètres, ça veut dire voie engin. Si je dépasse les 8 mètres, ça veut dire que je suis en voie échelle, largeur plus important, et la pente, elle est de 10 mètres. Donc, et l'espace libre, c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour l'espace libre, il faut que la distance ne dépasse pas les 60 mètres d'une voie, tout simplement. OK? Et après, dès qu'on parle de l'accessibilité de voies, systématiquement, on parle de C plus D. Le C plus D, c'est la distance entre le haut de la fenêtre, de la baie, ce qu'on appelle la baie, le haut de la baie et le bas de la baie qui lui superposé. Donc, c'est ça le C. Et le D, c'est la distance. C'est la distance qu'on a ici. Donc, c'est le C plus D. Et après, on se base sur la masse combustible mobilisable. On dit que la masse combustible
mobilisable de ma façade. Et après, on mesure. Si je suis, par exemple, vous avez les chiffres là, si je suis en 80 mégajoules au mètre carré, si je suis en dessous, si je suis supérieur, donc plus le mégajoule qui est plus important, plus on demande plus de C plus D, plus de protection. Plus ma façade, elle est incombustible, ce qu'on appelle incombustible, ça veut dire des matériaux qui ne nécessitent pas une masse combustible mobilisable très élevée. Systématiquement, mais C plus D, on demande moins important. Donc, comme ici, C plus D, c'est 1 mètre. Pourquoi? Parce que ma masse combustible mobilisable de ma façade, les matériaux utilisés de ma façade ne présentent pas plus de 80 mégajoules le mètre carré. Si le matériau utilisé sur ma façade présente, elle est supérieure à 80 mégajoules le mètre carré, systématiquement, C plus D, on va vous demander plus important. Et ça, il faut le savoir aussi que le C plus D, on peut l'éviter dès qu'on a la détection. Donc, ça veut dire dans des bureaux, des fois, on fait des propositions. Si on a des difficultés à mettre par rapport à une conception de la façade, si vous mettez la détection, le C plus D, il saute. Pourquoi? Parce que la détection, donc ça va engendrer une alarme précoce. Ça veut dire qu'elle va avertir qu'il y a un feu ou qu'il y a un incident. Donc, systématiquement, l'évacuation va se faire plus rapidement. Mais donc, ça veut dire que je peux ne pas avoir le C plus D. Parce que le C plus D, il a deux protections, 2 points. Premièrement, pour ne pas qu'il y ait une évacuation, qu'il y ait une propagation du niveau inférieur vers le niveau supérieur, c'est la première des choses. Et deuxièmement, pour éviter qu'il y ait une évacuation tardive. Donc, c'est tout. Dès que j'ai la détection, ça remplace systématiquement le C plus D. Je peux l'éliminer dans les ERP. Les ERP. Par contre, quand on verra les IGH, les immeubles de grande hauteur, je ne peux pas l'éliminer parce que c'est d'office. Et après, on a le nombre de façades. Ça aussi, on tombe. Des fois, on a des difficultés sur des plans à voir le nombre de façades que la réglementation impose. La réglementation, elle impose le nombre de façades par rapport à un effectif, tout simplement. C'est la base. Toujours, c'est la base, c'est l'effectif. Dès que je dépasse, par exemple, un centre commercial, dès que je dépasse les 3500 personnes, systématiquement, la réglementation m'impose 4 façades. Ça veut dire que mon centre commercial, il faut qu'il soit accessible par 4 façades. 2 de 12 et 2 de 8. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Mais après, plus je baisse d'effectifs, plus les façades, donc plus le nombre de façades baisse aussi. Donc, on part sur, voilà, si on est, le minimum, c'est 8. C'est une façade accessible de 8 mètres. C'est le minimum qu'on peut avoir. Et après, ça monte, plus l'effectif il monte, plus on augmente le nombre de façades. Ça aussi, c'est un des points très, 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 très importants par rapport à la conception des plans, parce que des fois, sur le centre commercial, on trouve trois façades accessibles, un effectif qui dépasse les 3500 et on se retrouve dans le pied au mur par rapport à la 4e façade. Et après, voilà, on joue sur un petit peu voilà, sur l'effectif. On essaie de créer des locaux et tout ça afin de diminuer le maximum de surface qui déduit moins d'effectifs. Et après, on a ça, c'est la protection par rapport au tiers, ce qu'on appelle l'isolement par rapport au tiers, superposé, contigu, vis-à-vis et le dièdre. Le dièdre, voilà, c'est ça. Ça, la plupart du temps, c'est ça voilà, c'est cette partie-là qu'on trouve, là où on se retrouve. Mais par contre, là, c'est bon, c'est pas un souci. Donc, tout ce qui est contigu, donc ça nécessite, ça dépend, est-ce que le tiers, parce que l'ERP, systématiquement, on protège par rapport au tiers. Si vous avez un ERP, vous avez un établissement qui va se coller sur une habitation, par exemple, systématiquement, votre établissement sera du public, le mur séparant l'habitation ou le tiers, peu importe. Donc, systématiquement, la réglementation impose un mur couvre-feu 2 heures systématiquement. Et après, ça reste voilà le choix. Et après, il ne faut pas oublier aussi sur la toiture. Est-ce qu'on est sur un mur d'1 mètre par flamme 1 heure ou bien on est sur ma toiture sur 4 mètres protégée par flamme d'une demi-heure. Donc, ça, c'est un choix après. Et après, on a ce que vous voyez, la deuxième photo. Donc, voilà, par rapport, si le RP il est plus petit,
que le tiers, ou bien si le tiers il est plus petit que le RP. Donc, voilà, c'est les conditions qu'on trouve. Donc, les remarques sur les 2 heures ou 3 heures, ça dépend est-ce que votre ERP est un établissement à risque. Quand on dit un établissement à risque, la réglementation a placé 3 types comme établissement à risque. Les magasins, le M, le centre de documentation archive, donc ça aussi c'est le deuxième type d'activité à risque, la réglementation a classé à risque, et tout ce qui est salle d'exposition. Donc ça c'est les trois types qui sont à risque, qui nécessitent un mur qui fait 3 heures, au cas où, si vous mettez un magasin, par exemple, collé à une habitation, systématiquement, on part sur un mur qui fait 3 heures. Okay. Par contre, si ces établissements ils sont couverts par ce qu'on appelle le sprinklage, systématiquement, on baisse, puisque si on met un moyen adéquat comme le sprinklage, systématiquement, ça baisse en degrés de coup-feu. Et après, donc on a ce qu'on appelle le dièdre, c'est le dièdre. Ça veut dire si j'ai la réglementation me demande, voilà, me dit, voilà ici, comme si, voilà, si je suis inférieur à 135 degrés, systématiquement, ma façade collée sur 2 mètres, à l'alignement, sur 2 mètres par rapport au tiers, par flamme, il faut qu'elle soit par flamme une demi-heure, peu importe que ce soit les vitres et tout ça. Donc, toute cette partie sur 2 mètres, il faut qu'elle soit par flamme une demi-heure. Donc, voilà. Et après, sur la dernière photo, il faut savoir que la distance de 8 mètres, ça me procure un coup-feu 2 heures. Donc, si j'ai de 8 mètres de distance entre 2 bâtiments, donc systématiquement, c'est comme si j'avais un mur coup-feu 2 heures. Si je suis moins de 8 mètres, c'est ce qui est spécifié sur cette photo. Donc, systématiquement, on part sur coup-feu 1 heure. Pourquoi? Parce que je suis entre 4 et 8 mètres. Donc, systématiquement, on part sur un coup-feu 1 heure. Pourquoi? Parce que si j'ai des chambres à coucher, par exemple, j'ai mon bâtiment qui a un hôtel en face. Systématiquement, il faut que mon bâtiment qui est en face de mon hôtel, et s'il arrive un feu ou quoi que ce soit, il ne faut pas que qu'il y ait un rayonnement, une propagation ou un risque par rapport à mon hôtel. Donc, systématiquement, on augmente. On verra pourquoi après. Et après, la résistance au feu de la structure. Donc, ça aussi, on le prend à c'est-à-dire plus mon établissement il est grand en hauteur et grand en surface. Ça veut dire que je suis classé en termes de premier caté, deuxième caté, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou bien en termes de hauteur, plus de 8 mètres, mais moins de 28 mètres. Donc, systématiquement, la réglementation, on a un tableau qui nous spécifie systématiquement la structure. En simple rez-de-chaussée, minimum, c'est une demi-heure. Donc, ça veut dire, ça, on parle toujours des ERP, les établissements au service du public. Donc, les ERT, c'est autre chose qu'on verra après. Donc, ça, c'est les ERP. Systématiquement, le minimum, c'est une demi-heure. Donc, ça veut dire ma structure, il faut qu'elle soit stable au feu et le plancher qu'au feu une demi-heure. Et après, si je suis à moins de 8 mètres, donc mon établissement, il est à moins de 8 mètres, donc je suis en deuxième, troisième catégorie, ça veut dire mon effectif qui me classe en deuxième ou troisième catégorie, systématiquement, je reste sur une stabilité au feu une demi-heure et le plancher qu'au feu 1 heure. Par contre, si mon effectif il est très important, il me place plus de 1500 personnes, je suis à plus de 1500 personnes, systématiquement, je suis en premier caté, là, systématiquement, qui dit plus de monde, qui dit plus de risques, donc on augmente la résistance au feu de mes structures, et ça va passer d'une demi-heure à 1 heure, et le plancher, pareil, qu'au feu 1 heure. Et après, si je suis plus de 8 mètres, systématiquement, là, la catégorie, ce qu'on a vu tout à l'heure, si on est en 2, 3, 4, donc là, on passe d'une demi-heure, on passe systématiquement à 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on est sur une hauteur plus importante. On dépasse les 8 mètres, ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque la réglementation, le principe, c'est quoi? Plus je monte en niveau, en étage, plus j'ai plus de temps pour l'évacuation. Donc, systématiquement, il faut que je renforce la résistance au feu de ma structure, de mes planchers, afin qu'il y ait suffisamment de temps pour que les personnes qui sont au X étage, 7e ou 6e étage, qui puissent prendre en toute sécurité. C'est pour ça que la réglementation augmente la résistance au feu de mes structures. Pourquoi? Parce que par rapport à la hauteur et par rapport aussi, on prend en considération aussi l'effectif par rapport à la grandeur de mon espace. Donc,
C'est bon, il n'y a pas de. Jusqu'à maintenant, pas de questions? C'est bon? Je continue? Eh bien, les consoeurs et les confrères peuvent donc poser les questions sur les points déjà exposés. Vous avez des questions? Non, je continue. OK, OK, allez-y. Donc là, on part. Donc on est parti sur l'accessibilité, les façades, la stabilité. Là, on part sur les dégagements. La distribution, bien sûr, intérieure. Donc, on est de l'extérieur, on rentre sur la distribution. Là, on rentre dans les dégagements. Les dégagements, ça aussi, c'est un des points noirs par rapport aux plans qu'on reçoit. Des fois, on reçoit sur les plans parce que s'il y a une remarque de conception des plans des escaliers ou bien la distance entre deux escaliers, ça, la conception, elle se remet tout en question. C'est pour ça que ça, c'est un point très, 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 très important. Donc, le premier point, c'est ce qu'on appelle le cul-de-sac. Voilà, les 10 mètres. Les 10 mètres, mais c'est ça. Dès que je suis en cul-de-sac comme ce que j'ai ici, donc en sortant de mon local, il ne faut pas que je dépasse les 10 mètres pour trouver une sortie. Soit si je suis en rez-de-chaussée, soit directement vers l'extérieur, soit sur un escalier si je suis en étage. C'est la même chose. C'est ça le principe des 10 mètres, le cul-de-sac de 10 mètres dans la réglementation incendie. C'est tout simplement. Donc, c'est de la porte de mon local vers une porte, une sortie directement, ou bien, donc là ce qu'on voit sur le deuxième image, là, les 10 mètres, elles sont considérées de ma circulation secondaire vers ma circulation principale, puisque là, ça me renvoie sur ma circulation principale. Et là, j'ai le choix. C'est pour ça que ça s'arrête là, les 10 mètres. Mais par contre, là, sur le premier exemple, là, de ma porte vers la première sortie, le premier dégagement. Mais par contre, là, quand j'arrive ici, c'est je sors de ma circulation secondaire vers ma circulation principale. Et là, je tombe sur, j'ai un choix, ce qu'on appelle, voilà, j'ai deux choix. Soit je pars à droite, j'ai mon dégagement, mon escalier, soit je pars à gauche, mon escalier. C'est ça le principe des cul-de-sac. La distance proprement dit, dans les niveaux, que ce soit le rez-de-chaussée, l'étage ou le sous-sol. Donc, c'est ça la distance réglementaire. Donc, au rez-de-chaussée, on dit 50. Si j'ai le choix, si je suis j'ai une sortie à droite et j'ai une sortie à gauche, la réglementation me donne jusqu'à 50 mètres. Donc, je peux aller jusqu'à 50 mètres pour trouver une sortie. Mais par contre, si je n'ai pas le choix, elle est réduite. Elle est réduite à 30 mètres. C'est ça. Donc, ça, c'est en termes de rez-de-chaussée. Par contre, en étage et au sous-sol, là, on est sur 40-30. Donc, on réduit la surface de 50, on passe à 40, mais les 30 restent. Donc, comme ici. Donc, ça, voilà. Là, de mon point, par exemple, comme si j'avais un bureau, de mon poste de travail, là, on prend en considération le poste de travail. Par exemple, si vous mettez des bureaux, par exemple, admettons qu'il y ait ici des bureaux. Si j'ai un poste de bureau ici, je vais prendre le point le plus éloigné, ça veut dire la chaise. Si le bureau il est là, donc je prends en considération de là et je passe jusqu'à la sortie. Et là, puisque je suis en un escalier en cloisonné, donc la réglementation me donne là, attendez, là, protégé, pardon, c'est 40. Pardon. C'est 40. C'est 40 mètres. Mais par contre, la réglementation, ce qu'elle me dit, pourquoi 40? Parce que je pars sur un escalier en cloisonné, ça veut dire fermé. Mais si je sors de mon point, par exemple là de 30 mètres, sur la photo là, de 30 mètres, là, je sors de mon poste de travail vers ma circulation principale pour aller vers un escalier non protégé, non cloisonné. Là, on réduit la distance de 40, on la réduit à 30. Donc, c'est ça un petit peu la différence réglementaire, le visuel réglementaire, si vous voulez. Mais là aussi, par rapport à ici, là, si je pars de mon poste de travail ici jusqu'à ma circulation principale, là, en arrivant ici, il me faut 30 mètres pour arriver sur un escalier non cloisonné. Mais par contre, si je pars pour évacuer sur un escalier qui est encloisonné, là, la distance, elle est plus importante. Ça veut dire que j'ai 40 mètres à faire. Après le deuxième, là, en termes de rez-de-chaussée, là, on part sur le rez-de-chaussée, ça a vu, voilà, 50.
là, de mon poste de travail, j'arrive sur ma circulation principale et là, j'ai le choix. J'ai à droite, j'ai une sortie, j'ai ma gauche une sortie. Donc là, on augmente la distance à 50 mètres. Mais par contre, ici là, si j'ai mon poste de travail, j'arrive sur ma circulation principale, mais j'ai qu'une seule sortie. Je n'ai pas le choix. Donc, systématiquement, elle est réduite à 30. Donc, c'est ça le principe. 50-30 en termes de rez-de-chaussée, 40-30 en termes d'étage et sous-sol. C'est tout. Mais après, il reste le principe d'arriver au rez-de-chaussée. En arrivant l'escalier, dès que mon escalier, toujours on est en URP, établissement second du public, mon escalier une fois arrivé au rez-de-chaussée, il faut que dès que j'arrive, je pousse la porte de mon escalier et j'arrive sur le rez-de-chaussée, il me faut 20 mètres. Il me faut 20 mètres pour trouver une sortie, systématiquement. Donc, on ne peut pas dépasser, on peut pas aller au-delà de 20 mètres pour trouver une sortie au niveau du rez-de-chaussée. C'est bon? Donc, en termes de distance à parcourir, c'est bon? Le cul-de-sac, les distances 30-40 en termes de l'étage et en termes de rez-de-chaussée sous-sol, c'est bon. Une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend un petit peu, le son est un petit peu coupé. N'hésitez pas, posez votre question, allez-y. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah, là, c'est Oui, excellent. oui. Alors, quand on arrive, pour le dernier exemple du rez-de-chaussée, quand on arrive d'un escalier cloisonné, donc on doit parcourir 20 mètres vers l'issue de secours, vers l'extérieur. Tout à fait. Mais quand on arrive, le cas d'un escalier, des escaliers non cloisonnés, il nous faudra aussi la même distance de 20 mètres. Juste, moi je reviendrai sur un autre point. La réglementation nous autorise d'avoir un seul escalier non cloisonné, ce qu'on appelle l'escalier monumental. Un seul escalier peut ne pas être cloisonné dans ce type d'exemple. Par exemple, l'exemple qu'on a là en face, on a un seul qui est au milieu. Ça, la réglementation nous donne le droit. Mais par contre, les autres, systématiquement, 20 mètres. Donc, oui, celui-là, oui, on peut ne pas avoir les 20 mètres, mais les autres, en arrivant sur l'encloisonné, systématiquement, on part sur 20 mètres. C'est bon ou pas? Donc, oui, merci. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous avez dit les escaliers non cloisonnés. On ne peut pas avoir des escaliers non cloisonnés. On peut avoir qu'un seul escalier en cloisonné, monumental. C'est tout. La réglementation nous l'autorise. Mais les autres, ils sont toujours en cloisonné. Donc, c'est bon. C'est-à-dire le nombre des cages d'escaliers qui sont disponibles dans le bâtiment, on peut rajouter un escalier non protégé. C'est-à-dire il n'est pas dans le calcul du nombre des cages d'escalier protégées. Ça, ce qu'on appelle accessoire. On peut le prendre en tant qu'accessoire, on peut le prendre en tant que supplémentaire. C'est tout. Par exemple, si on a un immeuble avec 4 cages d'escalier qui doivent être cloisonnées, donc on peut mettre 3 et un non protégé. On peut prendre l'exemple d'un hôtel, parce que ça, c'est le cas de figure qu'on trouve dans les hôtels. Mais on trouve toujours un escalier non cloisonné, ce qu'on appelle, voilà, c'est qui communique entre un ou deux niveaux, mais on ne peut pas trouver un escalier ouvert non cloisonné qui va communiquer avec X niveaux, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment le non cloisonné, il va communiquer avec 2-3 niveaux maximum, les mezzanines, le premier étage, mais maximum. Mais on ne peut pas avoir un escalier qui est ouvert, la réglementation nous impose d'avoir des escaliers encloisonnés et avoir un escalier qui est ouvert sur tous les niveaux, ce n'est pas possible. On ne peut pas protéger des escaliers, on ne peut pas, en ouvrant un espèce de propagation, un espèce de cheminée, entre les autres niveaux, ce n'est pas possible.
Donc, c'est vraiment celui-là, il va être que sur 2 niveaux, pas plus. C'est comme les hôtels, ce qu'on voit sur les hôtels et des fois dans les bureaux. Dans les bureaux, administration, tout ça, on trouve un escalier ouvert qui nous amène sur le premier, mezzanine, premier, mais pas plus. C'est bon? Oui, très bien, merci. Donc, on passe sur les dégagements, sur le calcul des dégagements. Le calcul des dégagements, la réglementation nous donne des chiffres. Donc, une espèce de tableau sur quoi on se base. Ça part de 1 à 19 et de 20 jusqu'à 500. Mais après, ils sont découpés. Ils sont plus détaillés. Là, j'ai mis ce tableau, il est plus détaillé, mais normalement, la réglementation, ce qu'elle nous dit, 1 à 19, de 1 personne jusqu'à 19 personnes dans une salle, salle de classe, bureau, peu importe, on peut avoir qu'un seul accès. Donc, par où je rentre, par où je sors. La même chose. Mais dès que je dépasse les 20 personnes, comme ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges, lycées, peu importe, donc les classes, c'est là où on demande la déclaration de l'effectif. Et dans la déclaration de l'effectif par classe, on leur demande, voilà, des fois on trouve 2 sorties. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré 20, 25, 30 personnes. Systématiquement, on est au-dessus de 19, donc systématiquement, pour sortir de cette classe, il nous faut 2 sorties. Donc, c'est ça. Donc, la réglementation de 1 à 19, une seule sortie, de 20 à 500, 2 sorties. Mais de 20 à 500, on les a découpées. Donc, on part sur de 20 à 50, mais après, la réglementation nous donne le choix. Nous donne un petit peu le choix. Donc, pourquoi? Parce que chaque bâtiment a une spécificité. Donc, de 20 à 50, au niveau du rez-de-chaussée, je peux avoir 2 dégagements. Au niveau du sous-sol, je peux avoir 2 dégagements aussi. Mais les 2 dégagements, je peux les avoir soit un dégagement de 1 UP, donc ça veut dire de 0,90 de largeur, et plus un dégagement, ce qu'on appelle accessoire. Un dégagement accessoire, les dégagements accessoires, ça peut être une baie, ça peut être un balcon, ça peut être un corrosive, ça peut être, voilà, c'est ça le dégagement accessoire. Donc, c'est un moyen d'évacuation. Après, dans les étages, dès qu'on monte en étage, pareil, si on est en dessous de 8 mètres, même si, des fois, on a de cette spécificité, même si je dépasse, je suis entre 20 et 50, que la réglementation m'impose 2 escaliers, je peux avoir qu'un seul escalier. Si mon bâtiment ne dépasse pas les 8 mètres, je peux avoir qu'un seul escalier avec un UP. Mais par contre, si je dépasse les 8 mètres, systématiquement, ma réglementation m'impose un escalier plus un dégagement accessoire. Ça veut dire un balcon, une baie, peu importe. Donc, c'est ça l'accessoire. Et après, dans le compartiment, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, l'open space. Dans le compartiment, je peux avoir un seul escalier plus un dégagement accessoire. Un UP et un UP. Et après, dès qu'on dépasse les 50 personnes, donc à partir de 51 personnes jusqu'à 100, donc systématiquement, c'est 2. On n'est plus dans le plus 8 mètres, moins de 8 mètres. Donc systématiquement, on est sur 2 dégagements. Et les 2 dégagements, ça sera soit de 1 UP, soit un dégagement de 2 UP et un accessoire. Et après, on a le choix. Soit vous mettez 2 dégagements, 1 UP 0,90, 0,90, soit vous mettez un dégagement de 2 UP 1,40 et vous avez une baie, un balcon, et voilà. Après, entre 100 et 500, c'est toujours 2. Hein. Comme ce que je vous ai dit, à partir de 20 personnes jusqu'à 500, on reste toujours sur 2 dégagements. Que ce soit au niveau des étages, il va y avoir 2 escaliers ou un seul escalier, peu importe si on remplit ces conditions par rapport à la spécificité. Mais là, on rentre vraiment dans des petits établissements. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pénalisant. C'est pour ça que la réglementation cherche à ne pas pénaliser parce qu'on parle en dessous de 500. En dessous de 500, ça reste toujours un petit établissement. Donc, on est sur 2 dégagements arrondis à la centaine. Donc, à partir de là, on arrondit à la centaine de chiffres plus 100. Donc là, on parle des UP. Quand on parle arrondir à la centaine, on parle des UP, les unités de passage. Donc, c'est là où on augmente. On a 2 dégagements ou bien 2 escaliers si on est en niveau. Donc là, par rapport à l'effectif que vous avez, vous arrondissez. Par exemple, j'ai 499. Si j'ai 499, sur 100, ça me fait 4,99. Ça veut dire 5. 5, ça veut dire 5 UP.
ben, les 5 UP, voilà, je les dispatche sur mes 2 escaliers. Ça me fait 2 UP, 3 UP, un 40 et un 80. Donc, c'est ça le mot d'arrondir à la centaine, c'est ça. Et après, dès que je dépasse les 500 personnes, donc systématiquement, on fait par fraction de 500. Donc, ça veut dire, si j'ai 1000 personnes, donc je divise sur 500, ça me fait 2, et je rajoute 1. Toujours, je rajoute un dégagement. Toujours. Donc, je divise sur la part fraction de 500, je rajoute 1. Et après, je cherche les UP. Voilà comment on fait. Donc, on a un effectif, admettons, on a un effectif de 1500 personnes. 1500 personnes, je divise sur 500, ça me fait 3. Je rajoute 1, ça me fait 4. Donc, ça veut dire que pour faire sortir 1500 personnes, il me faut 4 dégagements. Si je suis en rez-de-chaussée, il me faut 4 sorties. Si je suis en étage, ben, il me faut 4 escaliers. Ça, c'est le nombre de dégagements. Et après, on passe du nombre de dégagements vers les largeurs. Donc, on passe sur un autre calcul. Donc, on prend les 1500 personnes, toujours l'effectif total de base que j'ai. Je prends 1500 et je divise par 100, donc par fraction de 100. Donc, ça me fait 15. Et mes 15 UP, c'est les 15 UP, 15 unités de passage. Et mes 15 unités de passage, je les dispatche sur mes 4 dégagements trouvés. Ça veut dire que je dispatche sur eux. Donc, si je fais 15 sur 4, ça me fait à peu près 3, 4, 3 UP. Ça me fait 3 de 4, ça fait 12, plus 5, ça me fait 15. Donc, ça me fait un petit peu, je dispatche sur mes 4 dégagements. Ça veut dire mes 4 dégagements, si je totalise le nombre d'UP de mes 4 dégagements, il faut que je trouve 15. Donc, ça veut dire que je dispatche mes 15 UP sur les 4 dégagements, tout simplement. C'est un petit exemple comment on procède par rapport au calcul des dégagements. Toujours la surface, les types, l'activité. L'activité et la surface, je sors une catégorie et un effectif. Et de là, je sors un dégagement. Par rapport à l'effectif, je sors le nombre de dégagements, le nombre de sorties, le nombre d'escaliers et le nombre d'UP de largeur totale que je dispatche, que je distribue sur mes nombres de dégagements. C'est bon? C'est un petit peu, mais je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au calcul de dégagement. C'est juste le principe, comment on procède. C'est bon? Pas de questions? Donc, c'est ça les UP. Donc, c'est ça les UP, c'est les unités de passage pour qu'on puisse évacuer. Donc, c'est pour ça que la réglementation nous impose voilà, d'avoir une largeur suffisante. Donc, on passe normalement l'unité de valeur de l'UP, c'est 0,60. Mais on arrondit à, si j'ai une seule unité de passage sur une porte, on ne met jamais une porte de 0,60, on met une porte de 0,90. Pourquoi? Pour un handicapé. Là, sur le dessin, on met un valide qui sort, mais normalement, c'est pour un handicapé, afin qu'il passe avec sa chaise. Parce qu'à 0,60, il ne passera jamais. Et dès que j'ai 2 UP, 2 unités de passage, on ne met pas 120, on ne met pas 1,20 m, on met 1,40 m afin que les 2 personnes puissent passer en même temps. Les 2 personnes. Et à partir de 3 UP, on multiplie par notre 0,60 la valeur. Des UP, c'est 0,60, on multiplie par le nombre et après, on trouve la largeur de mes portes, tout simplement. C'est bon? Pas de question? C'est le calcul de dégagement, les UP, c'est bon? C'est juste pour non? Je continue? OK. Donc après, on va voir juste, j'ai mis quelques types, quelques activités pour voir un petit peu comment on procède par rapport à la spécificité, comme ce qu'on appelle les types L. Les types L, ça peut être une salle polyvalente pour les mariages, les réunions, les salles qui louent. On a plusieurs salles qui se mettent en place, des gens qui investissent dans des salles. C'est des salles, voilà, réunions, conférences, c'est des salles pour les mariages et tout ça. Donc, systématiquement, on part sur l'extrême. Ça veut dire l'extrême, c'est une personne par mètre carré. Donc, systématiquement, on part sur la réglementation. Si vous mettez 1000 mètres carrés de salle polyvalente, ça va être 1000 personnes. Systématiquement, les 1000 personnes, ben, il faut trouver, comme on l'a dit, par tranche de 500, ça me fait 2 plus 1, ça me fait 3 sorties. Donc, pour 1000 mètres carrés, 1000 personnes, il me faut 3 sorties. Et après les 1000
personnes sur par fraction de 100 pour trouver mes UP, ça me fait 10 UP. Donc, ça veut dire il me faut 10 UP. Je dispatche mes 10 UP sur mes 3 dégagements. Ça me fait 3, 3, 3. Ou bien, j'arrive à 9, donc il me manque. Donc, il faut que j'en rajoute un UP. Donc, je me fais 3, 3, 4. Donc, l'entrée principale, j'ai fait 4 UP. Donc, ça me fait 3 fois 4, 12. Ça me fait plus large, et ainsi de suite. Donc, les autres, j'ai fait 3 UP, 3 UP. Donc, ça me fait un 80, 2,40. 2,40 m pour l'entrée principale, ça me fait 1,80 et 1,80. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Et après, ça peut être d'autres activités comme salle multimédia, comme les cinémas, les salles de spectacle, et ainsi de suite. Donc, c'est le type L, ça englobe cinéma, théâtre, salle polyvalente. Donc, tout ça, on prend en considération. Comme vous voyez, que voilà, chaque activité a une spécificité, a un type de calcul défini. OK? Donc, ça, c'est le magasin aussi. Les magasins, on en trouve. Donc, il y en a des centres commerciaux, donc il y a des quesarias aussi, hein, des pressarias. L'astuce de la pressaria, ce qu'on trouve beaucoup, c'est que le pressaria, le calcul d'effectif de pressaria, c'est pénalisant. Dans la réglementation marocaine, c'est hyper pénalisant. Pourquoi? Parce que si vous regardez un petit peu la réglementation, ce qu'elle dit, au rez-de-chaussée ou à l'étage, 2 personnes par mètre carré, de la surface totale des locaux et des circulations communes. Ça veut dire que votre pressaria, si elle fait, je ne sais pas, 500 mètres carrés par niveau sur 3 niveaux, ça veut dire que vous faites 1500 fois 2, ça fait 3000 personnes. 3000 personnes, si on fait par fraction de 500, ça me fait 6. Plus 1, ça me fait 7. Ça veut dire qu'il vous faut 7 dégagements. C'est impossible de les trouver. Des fois, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de pas cette activité, mais il faut sortir de ce classement pressaria. Allô? Non. De sortir du classement pressaria et partir sur le centre commercial. Pourquoi? Parce que le centre commercial est le moins contraignant. Il est moins contraignant parce que le centre commercial, on met une personne par mètre carré au niveau de l'étage et on met 2 personnes par niveau par rapport au niveau du rez-de-chaussée, mais en déduisant la surface des rayonnages. Donc, on déduit les surfaces des rayonnages, on déduit les surfaces des réserves, on déduit pas le pressaria. Le pressaria, on prend la surface brute. C'est carrément la surface brute, on déduit rien du tout. Donc, systématiquement, c'est pénalisant au niveau pressaria. Mais pour faire sortir du classement pressaria vers un classement centre commercial, ça, c'est l'astuce, c'est vraiment mettre un café, et voilà, un local café, un local bureau, ça peut être banque, ça peut être… Dès que vous mettez une autre activité que le type M dans votre pressaria, vous sortez de l'activité pressaria vers un centre commercial. Et vous serez moins pénalisant. Et le centre commercial, c'est, comme j'ai dit, 2 personnes par mètre carré. Là, centre, voilà, on prend ça. Donc, pour locaux de vente, voir le calcul précédent, c'est ça. Donc, 2 personnes par mètre carré, c'est ça, au rez-de-chaussée. Sous-sol et étage, 1 personne par mètre carré. Deuxième étage, 1 personne par 2 mètres carrés. Et l'étage supérieur, 1 personne par 5 mètres carrés. Et le mile, la circulation principale, le mile, donc la circulation principale menant vers les boutiques et tout ça, c'est 1 personne par 5 mètres carrés. Donc, c'est plus avantageux d'être classé centre commercial, commerce, que plutôt magasin de vente que pressaria. Parce que pressaria, c'est pénalisant. C'est ça, juste, il faut que j'ai un bureau, parce que le centre commercial, quand je dis centre commercial ou magasin de vente, les magasins, dans un centre commercial, quand je rentre, j'ai des cafés, des restos, j'ai des banques. Donc, systématiquement, ça renvoie sur vraiment un centre commercial. Mais pressaria, c'est purement magasin. Donc, si je mets un local, bureau ou café, je sors de pressaria, je rentre dans le centre commercial. C'est ça l'astuce un petit peu. Et après, vous voyez, c'est ça le type M, mais le type M, il est pénalisant. Pourquoi il est pénalisant? Parce que dans la réglementation marocaine, ça a été oublié le tiers. C'est pour ça que malgré que ça a été oublié dans le règlement, parce que ça a été copié de la réglementation française, donc la réglementation française d'avant, c'était 1 tiers. J'enlève les 1 tiers des aménagements et tout ça, et la surface restante,
C'est ça ma base de calcul de l'effectif. Ça a été oublié. Mais par contre, on le prend en considération puisqu'on demande aux architectes chaque fois de nous donner la surface exacte accessible au public. Ça veut dire que vous enlevez tous les aménagements, tout ce qui est pas, qui va pas prendre, qu'on ne va pas prendre en compte pour l'effectif au public. Donc, systématiquement, on enlève, on déduit et la surface restante, ça sera notre base. Comme ça, plus moins de surface accessible au public, moins de public, moins de dégagement. Plus de surface accessible au public, plus d'effectifs, plus de dégagement, systématiquement. Donc, c'est ça la problématique. En sachant que la réglementation française, elle a changé dernièrement, il y a 4-5 ans, et on est sur une personne par 6 mètres carrés. Donc, ça veut dire que ici au Maroc, je vous donne un exemple, si j'ai 3000 mètres carrés, 3000 mètres carrés de surface de vente, au Maroc, on va partir sur 6000 personnes. Ça veut dire 2 personnes, je parle rez-de-chaussée, simple rez-de-chaussée. 3000 mètres carrés, 2 personnes par mètre carré, ça me donne 6000 personnes. 6000 personnes sur 500 pour trouver mes dégagements, ça me fait 12. Plus 1, ça me fait 13. 13 dégagements. Il me faut, au Maroc, 13 dégagements pour 3000 mètres carrés. En France, 3000 mètres carrés sur 6, parce que j'ai une personne par 6 mètres carrés, 3000 sur 6, ça me fait 500 personnes. 500 personnes, il me faut 2 dégagements. De 13 dégagements à 2 dégagements. C'est là où la problématique qu'on a, c'est que, voilà, là, à 13 dégagements, on va vendre des portes dans un centre commercial au Maroc. Et en France, voilà, on part sur 2 dégagements pour ne pas pénaliser la surface des ventes. C'est ça la problématique des centres commerciaux sur quoi on tombe. Bon, on s'adapte par rapport à ça, mais voilà. Donc, l'astuce surtout, le Qessaria. Le Qessaria, c'est plus pénalisant que les autres. Et après, pour les exploitations à faible densité, c'est comme le jardinage et les meubles, les ventes de meubles, le gros meuble. Donc, ça, c'est moins contraignant puisqu'on est sur une personne par 9 mètres carrés. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une personne par 3 mètres carrés, déjà. Et après, sur le tiers, donc systématiquement, on a une personne par 9 mètres carrés. Donc, on a un effectif très, 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 très réduit. Là, on est bon. Mais par contre, pour le jardinage et pour tout ce qui est meubles, de gros meubles. Donc, ça, c'est la spécificité de type M. Tout ce qui est magasin, centre commercial et tout ça, c'est ça un petit peu la spécificité. C'est bon? Pas de questions? Après ça, les petits établissements, ça, je l'ai fait vite fait afin de survoler un petit peu, c'est les restaurants. Les restaurants, les cafés, c'est une personne par mètre carré assis. Donc, les restaurants, dès qu'on a une surface assise, on prend sur la surface assise une personne par mètre carré. Et après, tout ce qui est debout, c'est 2 personnes par mètre carré. Par mètre carré. Comme les McDo, par exemple. Les McDo, on prend 3 calculs. On prend la surface de file d'attente, c'est 3 personnes par mètre carré. On va sur la surface de la partie, là où ils vont manger debout, c'est 2 personnes par mètre carré. Et après, sur la zone qui va y avoir assis, donc là, on est sur une personne par mètre carré. Donc, c'est ça. Après, les hôtels, ce qu'on appelle les types O, c'est 2 personnes, c'est d'office. C'est 2 personnes par chambre, systématiquement. Sauf déclaration du maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage, par exemple, dans un hôtel, il me dit, voilà, dans tel étage, j'ai single, j'ai des chambres single, une personne par chambre, donc on prend en considération cette déclaration comme base réglementaire. Et après, dans le type P, donc tout ce qui est salle de jeu, comme les billards ou bien les casinos, donc ça, c'est 4 personnes par 3 mètres carrés, c'est juste pour pouvoir. Et après, on tombe sur les écoles, tout ce qui est école, collège, lycée. Donc voilà, ça, c'est par rapport à la déclaration de maître d'ouvrage. Donc, systématiquement, dans une classe que je vous ai dit tout à l'heure, dans une classe, on demande combien il va y avoir dans une classe. À partir du nombre de classes, le nombre de personnes dans chaque classe, donc on additionne et on trouve l'effectif total. Donc, c'est une déclaration. Tout ce qui est établissement d'enseignement, c'est à partir d'une déclaration du maître d'ouvrage. Après, tout ce qui est hôpital, clinique, ce qu'on appelle les sanitaires, hôpital, clinique et tout ça, ça aussi, c'est un petit peu pénalisant ici au Maroc, puisqu'on a augmenté le nombre de visiteurs. Le Maroc, donc voilà, par rapport
la réglementation marocaine, on a augmenté. Donc, on a une personne par lit, donc les malades, donc une personne, et après le personnel, c'est une personne par 3 lits, et après on a 8 personnes, on a 5 personnes, pardon, 5 personnes par lit. Donc, comme on sait que le Maroc, voilà, on vient à 5, à 6 pour voir un malade ou quelqu'un, donc voilà, systématiquement, ils ont augmenté les visiteurs et on est pénalisé par rapport à ça, donc on a plus de visiteurs par lit. Donc, c'est là où l'effectif, c'est là où ça nous fait augmenter l'effectif dans les cliniques et les hôpitaux dès qu'on fait l'étude. Et après, dans les bureaux, c'est la déclaration. C'est une administration, donc ça veut dire un siège ou quoi que ce soit, donc c'est une déclaration de l'effectif du maître d'ouvrage. Si ce n'est pas un siège, donc ça veut dire que c'est des bureaux qui vont être à la location, en vente et tout ça, systématiquement, on prend une personne par 10 mètres carrés et on fait l'effectif. Donc, c'est ça un petit peu. Le musée, c'est une personne par 5 mètres carrés. C'est juste pour survoler l'effectif et voir qu'il y a une différence entre chaque activité à son propre calcul. Et après, on revient sur quelques spécificités. C'est les cliniques et les hôpitaux. Les cliniques et les hôpitaux, ça nécessite ce qu'on appelle le point le plus important, c'est les zones. Ça veut dire la densité d'occupation sur un étage. Dès qu'on a, avec hébergement, ça veut dire des lits, des gens qui vont être hospitalisés. Et donc, systématiquement, dans l'étage, là où j'ai l'hospitalisation, donc j'ai des lits, systématiquement, dans cet étage-là, il faut que je le coupe en zones. C'est ça la spécificité. Ça veut dire que cette zone, il faut que soit la même densité d'occupation. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, 20 lits dans mon étage, ben les 20 lits, il faut que j'ai 10 dans cette zone, et j'ai 10 dans cette zone, séparés par un mur coupe-feu, avec des portes dans les circulations, soit maintenue ouverte et liée à la détection, soit battante, peu importe, mais il faut que j'ai la même densité d'occupation. Pourquoi? Afin de faciliter par rapport à l'évacuation. Parce que là, dans les hôpitaux, les cliniques, on fait une évacuation horizontale, on ne fait jamais une évacuation verticale. Donc, systématiquement, si j'ai un problème dans la zone A, je prends donc les aides-soignantes et les infirmières, ils prennent tous les malades et tout ça, et horizontalement, ils évacuent les personnes qui sont dans l'incapacité de marcher sur leur lit, horizontalement sur la zone non sinistrée. C'est pour ça qu'on a mis un mur coupe-feu et des portes par flamme une demi-heure afin de protéger de la zone A vers la zone B et faire une évacuation avant l'arrivée des pompiers, des secours. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est un point que des fois, donc, à la réception des plans, on trouve des difficultés d'avoir une densité d'occupation par rapport à une conception faite initialement. Donc, ça aussi, il faut vachement le prendre en considération, c'est d'avoir toujours, et chaque zone, il faut qu'il y ait un escalier. Donc, chaque zone a son propre escalier. Donc, ça aussi, c'est la spécificité des cliniques qu'il faut prendre en considération, la densité d'occupation chaque fois, chaque fois qu'on a un étage d'hébergement. Donc, et après, voilà, c'est ça le deuxième point, renforcement du cloisonnement, désenfumage et tout ça. Et après un petit peu la spécificité, c'est que tout est désenfumé et la détection elle est généralisée, sauf dans les blocs opératoires. Dans les blocs opératoires, on ne désenfume pas, malgré la surface, peu importe la surface qu'on a dans le bloc. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un endroit où il faut pas qu'il y ait un contact directement avec l'extérieur. Si on désenfume, ça veut dire qu'on va créer des conduits, des gaines et un contact avec l'extérieur qui peut engendrer des problématiques d'hygiène ou des problématiques de sécurité sanitaire par rapport au malade et tout ça. Donc, c'est juste. Par contre, toutes les circulations menant vers ce bloc-là, oui, on désenfume. C'est une spécificité de type U pour les cliniques et les hôpitaux. Et après, pour la spécificité aussi pour les écoles, les collèges et les lycées, c'est le désenfumage. C'est le désenfumage dans les circulations. Donc, la réglementation nous dit que, voilà, à ce niveau, si je suis en premier étage, je fais qu'un R+1, l'encloisonnement, la circulation, l'encloisonnement de ma circulation n'est pas imposé. Aucun désenfumage de circulation, donc désenfumage n'existe pas. Et la réglementation nous donne encore une atténuation, elle nous dit, malgré que je passe au-dessus de R+1, ça veut dire que je suis à R+2, R+3, le désenfumage peut ne pas être obligatoire dans les circulations,
je peux même désenfumer par rapport à mes classes, dans les locaux adjacents, tout simplement, par rapport à mes classes, à les fenêtres donnant sur l'extérieur. Ça, c'est une spécificité voilà, parce que il faut le savoir, comme ça nous évite les guerres, tout ce qui suit derrière. C'est bon? Après, il nous reste les deux points le parc de stationnement. Le parc de stationnement, c'est à partir de 10 véhicules. Dès que j'ai 10 véhicules, j'ai 10. Donc, systématiquement, je rentre dans la catégorie, dans la réglementation PS, qu'on appelle parc de stationnement. Et après, la spécificité, ça est très bien que voilà, ce qu'on demande, ce que la réglementation demande dans le parc de stationnement, c'est à respecter, c'est la distance à parcourir, ça veut dire les 25 et les 40 mètres, ça veut dire cul-de-sac. La plus éloignée, la place, le stationnement la plus éloignée vers un sas, vers un accès d'un sas, il faut qu'elle soit à moins de 25 mètres. Si j'ai le choix, je suis au milieu, j'ai un escalier à droite, j'ai un escalier au milieu, à gauche, pardon, donc la réglementation me donne jusqu'à 40 mètres. Et après, ça, c'est voilà, les petits trucs par rapport à la distance à parcourir qu'on trouve aussi des fois qu'on a une distance qui est plus importante et ça nécessite la création d'autres escaliers, d'autres accès, tout ça. Mais après, l'astuce aussi, c'est qu'on peut jouer avec le sas. On peut rallonger notre sas et rallonger la circulation du sas et créer deux accès pour un sas afin de couvrir la droite et couvrir à gauche afin d'éviter au maximum de créer des escaliers. Voilà, sinon, on va créer des escaliers un peu partout. C'est pour ça que voilà, ça, c'est des astuces de créer deux portes dans un sas, l'accès, à droite, à gauche, afin d'éviter de créer et de diminuer la distance et d'éviter de créer d'autres escaliers. Ça, c'est par rapport à la distance à parcourir dans un parc de stationnement. Et après, vous savez que le parc de stationnement, donc le niveau, dès que ça dépasse les 3000 m², on a un compartiment. Là, on a le choix. Vous avez le choix, soit vous compartimentez à 3000 m², l'alimentation nous donne jusqu'à 3600 m². On compartimente, ça veut dire un mur coupe-feu et après des portes coulissantes. Et après, donc, on compartimente la zone A avec la zone B. Ou bien, si vous ne voulez pas compartimenter, ben, ça, on passe dans le sprinklage. Donc, on sprinkle. Donc, on met du sprinklage et on peut aller sur un compartiment jusqu'à 6000 m². Ça, chaque fois, on donne le choix au maître d'ouvrage. Donc, s'il préfère, s'il veut compartimenter ou il ne veut pas compartimenter, donc voilà, soit il met sprinklage, et après, c'est question de coût. Donc, après, ça se calcule. Si on compartimente, combien, et après, si on ne compartimente pas, combien le sprinklage, ça nécessite. Donc, voilà, c'est ça les astuces du parc de stationnement dans un ERP, c'est surtout ça, c'est le compartimentage, la distance à parcourir. C'est ça les deux points essentiels, et après, le reste des enfumages et tout ça, donc ça change par rapport au calcul des enfumages, si je suis sprinklé ou je ne suis pas sprinklé. Si je ne suis pas sprinklé, on est en termes de 900 mètres cubes heure par véhicule, c'est ça le calcul des débits qu'on fait. Si je suis sprinklé, je passe de 900, je passe à 600, donc ça diminue. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mes moyens moyens de secours, ce qu'on appelle moyens d'extinction par le biais d'un sprinklage, donc systématiquement, je diminue mon volume d'heures de désenfumage, puisque voilà, on ne va pas mettre le paquet ici, le paquet là, puisqu'on a mis le paquet sur le sprinklage, donc on diminue systématiquement le désenfumage, le volume. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé, j'ai essayé de toucher un peu les points essentiels, que ce soit dans la disposition générale réglementaire, que ce soit par rapport les façades, la distribution intérieure, les dégagements, les UP, voilà, et partir sur les types d'activités et voir un petit peu les calculs de chaque activité brièvement afin de prendre connaissance que voilà, chaque activité a son propre calcul. Et après, partir sur des spécificités comme les magasins, la spécificité du magasin, les astuces, la spécificité dans les écoles, les collèges et tout ça, ça aussi, les spécificités. Et les cliniques aussi, la spécificité, c'est ça, hein, les types qui sont un petit peu contraignant et spécifique. Le reste, c'est pas du tout contraignant, c'est surtout la disposition générale. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis là, je suis à vous.
Bah, merci beaucoup, si Adil. Voilà, chers consoeurs, chers confrères, vous pouvez poser vos questions. On a déjà pris beaucoup de temps, on a démarré en retard. On remercie si Adil pour sa patience. Si vous avez des questions rapidement, allez-y. S'il vous plaît. Oui. Moi, je me pose juste Oui, allez-y. la question. Oui, non, c'est pas une question en fait, mais c'est, je veux dire, comment on peut s'enquérir de ce document qu'on vient de, Ben, comme on qu'on a fait vient de nous exposer en fait. comme ce qu'on a fait la dernière fois, donc pour l'habitation, on a envoyé à Sekarim, donc après Sekarim il s'est chargé à faire, à vous l'envoyer. Voilà, on va dispatcher. Oui, c'est ça la même chose. Sinon, vous pourrez retrouver sur Facebook, il y a la page du Conseil régional de Tanger. Et cette formation, ainsi que les précédentes, elles vont être publiées là-bas avec le lien vers ce document. Merci beaucoup, Sekarim. Merci à vous, de rien. Oui, bonsoir. Alors, d'autres questions? Bonsoir, allez-y. Moi, ma question, c'est que je rencontre des cas où les bureaux d'études de sécurité incendie nous imposent les classements. On n'arrive pas à classer les immeubles de bureaux. On a des immeubles bureaux et j'ai un bureau d'études de sécurité incendie et j'ai un bureau de contrôle que le bureau d'études de sécurité classe le bâtiment en ERP et le bureau de contrôle le classe en ERT. La différence entre l'ERP et l'ERT, si le maître d'ouvrage s'engage que c'est un siège, il n'y a que ça. Si vous me dites sur votre bâtiment bureau, ça sera un siège d'une société X, on partira systématiquement dans un ERT. Par exemple, prenons MN10. MN10, c'est le bâtiment d'MN10, par exemple. Si je prends le bâtiment d'MN10, tous les niveaux supérieurs, je les classerai en ERT, établissement au service du travailleur. Par contre, tout ce qui est au rez-de-chaussée, je le classerai en ERP. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent du public pour le paiement, pour l'abonnement, pour tout ça. Donc, je peux avoir les deux classements en même temps. Donc, je peux l'avoir aussi dans d'autres bâtiments. Mais par contre, si j'ai purement un siège, il n'y a pas d'accueil du public à l'intérieur, que ce soit au niveau du rez-de-chaussée, peu importe l'étage, donc systématiquement, je pars sur tout mon établissement URT. L'URP, c'est plus pénalisant que l'ERT. L'ERT, c'est moins contraignant que l'ERP. Donc, je peux avoir les deux réglementations en même temps qui chapeautent. Mais de prendre en considération, parce que des fois, on a une interprétation qui est mal faite de la réglementation. Ce n'est pas parce que je suis dans une administration que je ne peux pas avoir des gens, des fournisseurs, des clients. Si, on rentre tous dans des sièges, mais sous une invitation. Mais ce n'est pas parce que c'est spécifié sur la réglementation, l'URP, ce qu'on a dit tout à l'heure, sous une invitation, que ça peut créer que ça me renvoie systématiquement sur un classement de RP. Non, je peux rentrer dans un siège par rapport à une réunion, mais ce n'est pas ouvert. C'est par rapport à une réunion, parce que vous êtes fournisseur, parce que vous êtes le client, parce que vous êtes le maître d'œuvre. Voilà, ce n'est pas parce que vous rentrez dans un siège que ça systématiquement, ça renvoie sur un classement de RP. Non, on va voir les deux. Comme le MN10. MN10, le siège, les étages supérieurs, c'est ERT et le rez-de-chaussée, c'est ERP. Deux réglementations qui chapeautent. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée sur les contraintes? Parce que vous avez dit que le ERP, c'est plus lourd que le ERT. C'est quel niveau? Oui. Par exemple, l'ERT, l'établissement au service du travailleur. L'ERT, le maître d'ouvrage peut me donner la déclaration qu'il veut. Ça veut dire, il va me dire, voilà, moi, j'aurai l'étage, le quatrième étage, par exemple, je vais avoir 20 personnes qui vont travailler. Ben, je vais prendre 20 personnes. Le troisième étage, je vais avoir 20, pareil. S'il me donne sur les 4 niveaux 20 personnes par niveau, je vais avoir 120 personnes. Mais par contre, si je pars en ERP, donc systématiquement, je vais prendre la surface brute et je prends une personne par 10 mètres carrés. Et je peux avoir plus. Si je vais avoir plus, ça veut dire que j'ai plus d'effectifs, plus d'escaliers.
Mais si j'ai une déclaration, si je suis en ERT, plus j'ai moins de déclarations. Si j'ai une déclaration que le maître d'ouvrage me donne, je peux avoir un seul escalier, voire deux escaliers, pas plus. Même en termes, ce qu'on va voir plus tard sur la partie ERT, même en termes de calcul de dégagement, ce n'est pas pareil. Parce que le calcul de dégagement, il n'est pas fait comme le calcul de dégagement des ERP. Il est moins contraignant. Donc, ça veut dire que, pourquoi? Parce que le législateur, il est parti dans le sens que un établissement souvent du travailleur, ça veut dire que j'ai que des travailleurs au sein de mon établissement. Ça veut dire que ces gens, ils connaissent parfaitement leur établissement. S'il arrive quelque chose dans l'étage X, ces gens-là travaillant dans cet immeuble, ils sauront par où sortir. Par contre, un établissement selon du public, moi, vous, partant sur un établissement bâtiment X, s'il arrive quelque chose, on va avoir du mal à trouver un escalier parce qu'on ne connaît pas l'établissement. C'est ça les contraintes. Et c'est pour ça que l'URT, il est moins pénalisant puisque c'est des gens qui travaillent au sein de cet établissement connaissant par cœur. Et un URP plus contraignant parce que c'est des gens qui ignorent cet établissement, qu'on va augmenter, plus de contraintes. Pourquoi? Pour faciliter la tâche ou l'évacuation de ces personnes. C'est ça le législateur, comme il est parti dans ce sens. Voilà, c'est ça les contraintes entre l'un et l'autre. Merci pour votre réponse. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. 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 Allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, c'est Adil, pour ces clarifications assez pertinentes et claires. Je crois qu'on va finir par vous piquer votre boulot. Hein. Les architectes, ils sont assez costauds. Ils vont finir par piquer le boulot des BET. Bon, moi, je reviens à cette histoire d'escalier protégé et non protégé. Est-ce qu'on peut considérer dans les ERP les escalators comme des évacuations, comme des escaliers non protégés? Voilà. Les escalators, on ne les prend pas dans le calcul des dégagements. Ah, carrément. Jamais. Mais par contre, on a une atténuation réglementaire. C'est quoi? C'est les UP. Je peux prendre votre escalateur, un UP, je peux le prendre dans mon calcul des UP. Admettons, j'ai 10 UP à avoir dans le deuxième étage, par exemple. J'ai 10 UP à avoir. Je mets 3 escaliers qui font 3 UP. Il me reste une UP. Donc, je vais prendre l'escalateur comme l'UP, me restant. Donc, ça, oui. Mais par contre, prendre comme un dégagement, non. Je peux le prendre en tant qu'UP. D'accord. Unité de passage. C'est-à-dire le nombre, si j'ai 4 escalators sur une place, par exemple, ou 5 ou plus, je peux considérer l'escalator comme un UP. C'est-à-dire j'ai 4 escalators, j'ai 4 UP, c'est ça? Tout à fait. Oui. D'accord. OK. Vous ne pouvez pas les prendre en tant que dégagement. D'accord. J'ai compris. Et les escalateurs, il faut qu'elles soient reliées à la détection. Oui. Voilà. Ça veut dire que s'il y a une alarme générale, vos escalators, il faut que ça s'arrête. On s'arrête, oui. Il faut que ça s'arrête et la porte d'entrée principale battante aussi, il faut que ça s'ouvre automatiquement. Et le micro, ça s'arrête. C'est ça la spécificité dans ce type d'établissement. Donc, il faut que ça soit lié. On ouvre une facilité d'évacuation. Pourquoi? Parce que le législateur, il part du principe, il dit, ces gens qui montent du rez-de-chaussée au premier étage, deuxième étage dans un centre commercial, systématiquement, s'il y a une évacuation, ils vont chercher systématiquement à descendre par les escalateurs. Donc, c'est pour ça qu'ils coupent les escalateurs, mais on ne les prend pas. C'est juste un moyen supplémentaire pour faciliter le fluide d'évacuation. D'accord. Une dernière question par rapport à ces ERP, c'est par rapport au SAS qu'on nous impose que ce soit au niveau des sous-sols, surtout au niveau des sous-sols. Oui. Est-ce que vous allez développer ce sujet les prochaines séances? Oui, mais c'est un vrai sujet, c'est ça. Chaque bureau d'études interprète les SAS comme il veut, les pompiers les interprètent comme ils veulent. Il y a un problème de compréhension de ces SAS. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, pour les ascenseurs, on demande à chaque fois des SAS, alors sachant que les portes, par exemple les portes, on impose aux ascensoristes de nous donner des portes coupe-feu 2 heures, et malgré tout, on est obligé de rajouter un SAS
encore pour protéger ces ascenseurs? Le SAS, il est obligatoire que dans les ERP, je parle. ERP, établissement sur le. Voilà. Les SAS, ils sont imposés que dans le parking. Le parking, l'objectif du SAS, c'est que renforcer la protection entre le parking et l'escalier menant vers l'étage supérieur. On crée un SAS, une intercommunication. Cette intercommunication, il y a deux portes. L'interprétation que je vois beaucoup pas l'interprétation, mais je vois beaucoup sur les plans, c'est que le sens des portes, on a un problème de lecture sur le sens de porte des SAS. Les SAS, dans le SAS, il faut que les deux portes s'ouvrent à l'intérieur. On n'ouvre jamais. Donc, la première porte, je pousse, oui, mais je rentre dans mon SAS. Mais après, pour aller dans mon escalier, mais je tire la porte. Il faut que les deux portes se croisent à l'intérieur du SAS. Le SAS, la surface du SAS, il faut qu'elle soit minimum 3 mètres carrés jusqu'à 6 mètres carrés. Si c'est un SAS pour le PMR, il faut qu'il fasse 5 mètres carrés pour les mobilité réduite, pour les personnes à mobilité réduite. Et après, ça, concernant le SAS. Et après, pour les ascenseurs, c'est vrai qu'on a une interprétation mal, on interprète mal ici au Maroc les ascenseurs. Le règlement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une seule porte, une porte d'accès dans vos ascenseurs, c'est largement suffisant, puisqu'on renforce la paroi, la porte palière de votre ascenseur, vous faites 1 heure, pas 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. On n'est pas dans un IGH. On demande la porte palière de votre ascenseur qu'elle soit couvre-feu 2 heures si on est dans un IGH, immeuble de grande hauteur, ce qu'on verra la prochaine fois. Mais sur un ERP, c'est 1 heure, pas plus. Mais on peut avoir une seule porte et rentrer, pas avoir un SAS double porte. Une seule porte et rentrer et avoir mon ascenseur. Mais oui, je ne peux pas avoir un ascenseur directement sur le PS, sur le parc de stationnement. Il me faut une seule porte. Mais c'est ça l'interprétation qu'on a ici au Maroc. C'est qu'ils imposent ça. Avant, ils imposaient ça, les pompiers. Mais après, c'est parti comme une habitude. Parce que les pompiers, eux, un SAS dans l'escalier et un SAS pour l'ascenseur. Non, l'ascenseur, on ne demande pas un SAS. On demande juste une porte. Voilà, renforcée, une porte que je pousse, je rentre dans mon partie ascenseur. Et à partir de là, j'ai ma porte palière qui présente une résistance feu 1 heure. C'est largement suffisant. L'objectif, c'est quoi? C'est protéger cette gaine d'ascenseur qui communique entre les deux niveaux. C'est tout simplement. Puisque vous mettez une porte couvre-feu 1 heure, systématiquement, quand on dit couvre-feu, ça veut dire isolation thermique et étanchéité aux fumées et gaz. Ça veut dire les fumées et les gaz, ça ne passera pas du sous-sol vers les étages supérieurs à travers la gaine de l'ascenseur, ni à travers l'escalier. C'est pour ça qu'on met ces SAS. Mais c'est vrai que l'ascenseur, il faut qu'une seule porte, pas deux. Très bien, merci beaucoup. Oui, justement puisqu'on parlait des ascenseurs, est-ce que c'est obligatoire dans les ERP, c'est-à-dire l'arrêt des ascenseurs au niveau du rez-de-chaussée en cas d'incendie? Non. Donc ça, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas une exigence. Non. C'est un choix. Très bien, merci beaucoup. C'est un choix. Ça, on rentre dans la partie IGH, immeuble de grande hauteur, ou bien la 4e famille dans l'habitation. Dans la 4e famille habitation, dans les immeubles de grande hauteur, c'est là où on rentre, on intègre l'ascenseur comme une spécificité. Ça veut dire le non-stop ascenseur dans l'étage sinistré, ça veut dire l'appel prioritaire des ascenseurs. Donc, on rentre dans des spécificités dans les ascenseurs. Mais par contre, l'URP, non. L'ascenseur, il est là que pour le confort, comme les escalateurs. Les escalateurs, ils sont là pour le confort. C'est tout. Très bien. Pour les PMR, parce que même pour la réglementation PMR, pour les personnes à mobilité réduite, c'est jamais spécifié d'évacuer dans un URP des PMR par les ascenseurs. C'est interdit. Donc, on préfère, la réglementation préfère les mettre sur un palier, le palier de l'escalier, que de les évacuer à travers un ascenseur. Non, on le met soit sur un local protégé, soit dans le palier de l'escalier, puisque le palier de l'escalier est protégé par la porte et par la gaine de l'escalier qui est couvre-feu. Tout ça, c'est en mur incombustible, c'est-à-dire en béton. C'est bon?
Merci beaucoup, Si Adil, pour toutes ces explications. Je pense que bon, on a déjà abusé de votre gentillesse. Il est déjà 19 heures. On va vous Ouais. laisser le temps de rentrer chez vous. Il y a peut-être Il y a une d'autres dernière questions? question de notre confrère Hicham Zkri. Une dernière question, voilà. Pardon, c'est Hicham, vous m'entendez? Voilà, monsieur, notre cher confrère Hicham Zkri a levé la main, mais j'arrive pas à voir son micro. Alors, peut-être que vous devez activer le son. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est Adil. Concernant la prochaine séance, ce sera toujours le mardi à 17 h, Inch'Allah. Et ce sera donc pour les IGH. Yes. Tout à fait, tout à fait. On englobera, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on englobera l'ERT avec les ICPE. Comme ça sera plus proche. Pourquoi? Parce que des fois, on bascule entre un établissement sur du travailleur à un établissement, un ICPE, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement, les unités industrielles et tout ça. Des fois, voilà, on part sur l'un Ok. ou l'autre, voilà, on bascule sur les deux réglementations. Ok. Bah, merci encore. Je vous remercie au nom de tous les architectes. Et donc, les concerts, les confrères, ils pourront retrouver cette série de formations ainsi que les documents sur la page Facebook du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger. Merci encore, Si Adil, et merci à l'assistance. Yallah, on se dit à mardi prochain, Inch'Allah. Allah yahfadkoum. Merci, au revoir.